Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est la présidente du MEDEF-NC, Mimsi Délé, pour évoquer la situation de l'économie calédonienne sur fond de crise sanitaire. Mimsi Délé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview qui se déroule bien sûr dans le respect des gestes barrières. Alors vous aviez déclaré il y a un mois que l'économie calédonienne ne pourra pas encaisser un troisième confinement strict. Eh bien, on y est depuis mardi. Un troisième confinement a été mis en place. Alors, comment l'économie va-t-elle pouvoir l'encaisser ? Écoutez, tout dépendra évidemment des aides qui pourront être apportées aux entreprises concernées et surtout de la durée de ce confinement. Pour l'instant, on est sur une durée de 15 jours. Au-delà de ça, ça va devenir absolument compliqué. Aujourd'hui, nous avons accueilli avec satisfaction la mise en œuvre de l'état d'urgence et du coup la prolongation des aides de l'État, puisque finalement, aujourd'hui, nous sommes suspendus à ces aides de l'État qui sont quasiment les seules qui nous permettent de maintenir les activités et les entreprises à flot. Pour autant, évidemment, nous réclamons en urgence les conditions d'une reprise rapide de l'activité économique la plus large possible. Voilà, on va y revenir dans le détail, mais d'ores et déjà, vous avez chiffré les pertes de l'économie calédonienne d'une période de confinement comme celle-là, quoi. Oui, c'est des chiffres qui ont été communiqués par l'IOM. Les 2 premiers confinements, on estime que chaque jour de fermeture et de confinement coûte 1 milliard de pertes de valeur ajoutée à l'économie calédonienne. Alors sur 15 jours, le calcul est rapide à faire et on ne sait pas encore si ce confinement va être prolongé. Mais vous aviez été à l'initiative des assises du Covid qui se sont déroulées il y a une quinzaine de jours, il y a 15 jours exactement à la CPS. Est-ce que elles ont été suffisamment suivies des faits ? Est-ce que c'était trop tôt parce que vous aviez déjà préconisé un certain nombre de solutions à apporter, vous n'avez pas eu le temps de les mettre en œuvre en fait ? Oui, l'avantage c'est que les mesures qui ont été préconisées et toutes les analyses qui découlent de ces assises permettent d'avoir un plan d'action prêt aujourd'hui. Et d'ailleurs, un certain nombre de mesures sont déjà en train d'être appliquées, notamment évidemment l'extension des durées, des centres de vaccination, l'ouverture quasiment 7 jours sur 7, l'approvisionnement en tests supplémentaires, mais également la nécessité, l'application rapide d'une obligation vaccinale pour la majorité de nos citoyens. Et on va voir quelles sont les conséquences de cette obligation vaccinale pour les entreprises. Mais en attendant, dans une lettre au gouvernement qui date d'hier ou d'avant-hier, vous avez demandé de revoir en urgence les dispositions relatives à l'ouverture des commerces essentiels et non essentiels. Vous trouvez que le confinement strict, comme on l'appelle, est finalement trop strict, qu'il y a trop qu'il n'est pas assez strict, qu'il faudrait ouvrir davantage de magasins ? En fait, il n'est pas si strict. C'est surtout ça le problème. Et il y a des situations qui sont profondément inéquitables. On se pose légitimement la question aujourd'hui de l'utilité de maintenir de façon aussi large des restrictions, notamment sur les commerces et les services à la personne, dans la mesure où les 2 premiers confinements nous ont permis de mettre en place des plans de continuation de l'activité, que l'immense majorité des commerces sont en capacité de filtrer à leur entrée le nombre de personnes qui entrent et d'imposer des mesures barrières à leurs clients. On ne dit pas qu'il faut réouvrir à la minute, mais on dit que 15 jours, ce sera le maximum et qu'il faut se préparer d'ores et déjà à permettre une ouverture beaucoup plus large au commerce. Et tout ça, nous le pensons dans le respect de la santé de nos concitoyens. Nous sommes dans une période, et le docteur De Grélan l'a dit, de fin probablement du Covid-free. Nous n'y reviendrons pas, nous devons nous habituer à vivre avec. Mais pour nous habituer à vivre avec, il faut reprendre un fonctionnement, le plus normal possible pour nous tous. Alors, vous faisiez allusion, on a été frappé par la manière dont dès mardi midi, quand le confinement est entré en vigueur, les entreprises, les commerces ont tout de suite retrouvé les réflexes. C'est le 3e confinement, mais donc ça s'est passé très bien. Maintenant, chaque entreprise, chaque commerce, chaque établissement a ses protocoles. Mais absolument. Et d'ailleurs, c'est fondamental puisque c'est la responsabilité du chef d'entreprise d'assurer la sécurité déjà de ses salariés et donc de mettre en place ces protocoles. Je peux le dire, en tout cas au nom des adhérents du MEDEF, qu'ils sont extrêmement respectés et que les entreprises, dans leur immense majorité aujourd'hui, sont prêtes. Alors, beaucoup de commerces restent ouverts, tout de même, c'est l'impression qu'on a quand on voit l'arrêté co-signé par le haut commissaire et le président du gouvernement. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il faut en rajouter, il faut augmenter cette liste, ou que vraiment c'est suffisant, que l'activité peut quand même continuer, quoi? Là, je m'en remets à l'avis quand même des autorités médicales. C'est à eux et au gouvernement de nous dire ce qui est adapté dans le cas actuel de la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie en termes de mesures de confinement. Donc, nous nous bornons à dire que les commerces sont prêts.
si nécessaire, à réouvrir dans des conditions de sécurité optimales. Néanmoins, cette responsabilité, et là je suis très claire, elle revient aux autorités médicales et au gouvernement qui ont le contrôle de cette épidémie, de la gestion de cette épidémie. Certains trouvent à l'inverse que le confinement n'est pas assez strict, qu'il y a trop de commerces, trop d'activités qui peuvent continuer. Où est-ce qu'il faut mettre le curseur? C'est toujours un petit peu compliqué, non? Oui, c'est des choix stratégiques qui sont faits, mais encore une fois, avec, j'imagine, un conseil médical qui propose des solutions en fonction de ses capacités d'accueil. Donc là-dessus, je reste extrêmement, je reste en retrait puisque nous ne pouvons pas nous prononcer sur le sujet. Je laisse la responsabilité aux autorités médicales et au gouvernement de s'exprimer sur ces sujets. Alors, on parle par ailleurs on est rentré dans la crise avec le premier décès ce matin, vous le savez. On parle aussi de plusieurs clusters, notamment dans certaines entreprises. On va en stigmatiser aucune, mais on sait qu'à la SLN, déjà, il y a eu au moins 3 cas à Deniambo et peut-être d'autres. Est-ce qu'il n'est pas prudent aussi que ces entreprises restent fermées le temps de passer la crise? Comment est-ce que vous voyez les choses? Mais écoutez, là, il y a deux façons de voir les choses. Déjà, il y a l'état actuel du droit du travail en Nouvelle-Calédonie, qui malheureusement, sur ces dernières dispositions, et je pense notamment à la délibération 44, qui parle de la vaccination, notamment des salariés, a été prise avant la situation que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire en période de Covid-free. Aujourd'hui, très clairement, nous sommes dans une situation qui est totalement différente et qui impose des mesures réglementaires hyper rapide. Et là, on en appelle au gouvernement et à la direction du travail pour clarifier la situation des entreprises parce qu'en effet, aujourd'hui, ça n'est pas clair. Nous n'avons pas la capacité de décider unilatéralement de la fermeture d'une entreprise à partir du moment où des cas auraient été déclarés. Nous n'avons même pas la capacité de vérifier si nos salariés sont vaccinés ou non dans l'immense majorité des cas et encore moins, bien évidemment, de les renvoyer chez eux. Ça dépend du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Vous vous êtes adressé à lui, vous lui avez demandé de clarifier la réglementation? Oui, absolument. Et ce sujet sera abordé cet après-midi en collégialité, compte tenu de son urgence, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, les salariés comme les patrons sont dans une immense incertitude. Et évidemment, ça alimente un climat de peur et de tension. Ah, il y a par exemple le cas qui a été soulevé de ces salariés qui sont des cas contacts ou des personnes contacts qui doivent être mises à l'isolement pendant 5 jours. Quel est leur statut? Est-ce que vous le savez? Comment réagissent les chefs d'entreprise? Ils sont en congé, ils sont en arrêt maladie, ils sont pris en charge par qui? Alors aujourd'hui, les réponses qui nous ont été données, c'est qu'un cas contact doit être identifié formellement par la DAS. À partir du moment où il est identifié par la DAS, l'entreprise, en effet, doit le renvoyer chez lui à l'isolement pendant une durée de 5 jours. Et dans ces cas-là, il est pris en charge, en théorie, par le RUAM et donc le chômage Covid. Pour autant, on est bien conscient que compte tenu de la multiplication exponentielle des cas contacts, on est bien conscient que la DAS sera à un moment donné en incapacité de suivre nominativement ces cas. Donc là aussi, c'est une demande qu'on a faite, c'est comment traiter les cas contacts à partir du moment où ils sont soit déclarés par l'autorité compétente, soit déclarés par le salarié eux-mêmes, soit par un médecin. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et de la même manière, le chômage partiel, on est où? Puisqu'il y a des dispositions qui avaient été prises très vite pour le premier, pour le deuxième confinement. Là, pour le troisième, est-ce que ça a été précisé? Est-ce que les chômages partiels des entreprises ont été dédommagés de leur chômage partiel antérieur? Et qu'est-ce qui va se passer pour celui-là? Alors, déjà non, partiellement. Si je prends l'exemple du chômage partiel du mois de mars, aujourd'hui, les fonds qui ont été attribués par l'État, puisque c'est l'État qui finance le chômage Covid, on vient d'arriver. Donc, on commence à être remboursé, mais c'est très partiel pour l'instant. Donc, beaucoup d'entreprises n'ont pas été remboursées. Pour ce qui concerne la crise actuelle, normalement la délibération, en tout cas l'arrêté qui confirme la prise en charge des salariés arrêtés sera prise mercredi prochain. Donc à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore de confirmation légale de la mise en œuvre de ce dispositif, mais ce sera fait dans les jours qui viennent. Mais le retard qui a été pris sur le premier confinement, évidemment, met les entreprises dans une situation un peu compliquée, c'est-à-dire qu'il y a une manque de confiance dans le système, ce qui amène à des situations parfois un petit peu extrêmes, c'est-à-dire essayer de proposer aux salariés de prendre plutôt du congé. Je précise que, en théorie, le congé doit être discuté avec le salarié et que on ne peut pas l'imposer. Pour autant, je dis aux entreprises dont je comprends l'inquiétude que le texte doit être pris mercredi et qu'on espère et que nous mettons tout en œuvre pour que les remboursements soient faits le plus rapidement possible. Vous parliez de la vaccination. La vaccination, on a un taux d'immunité qui pour l'instant n'est pas atteint, un peu plus de 30%, même si ça s'accélère très fortement depuis le début de la semaine. Est-ce que les entreprises ont recensé leurs salariés vaccinés et est-ce qu'elles ont le droit de le faire ou est-ce que c'est du domaine de la vie privée? Alors,
Dans leur immense majorité, elles n'en ont pas le droit, si je prends l'état du droit actuel. Il y a une délibération, la délibération 44, qui valide l'obligation vaccinale pour toutes les personnes majeures en Nouvelle-Calédonie, qui détermine un certain nombre de secteurs, le maritime, l'aérien, qui oblige le chef d'entreprise à tenir un registre. Donc, dans ces entreprises, eh bien, le chef d'entreprise doit effectivement vérifier le statut vaccinal de ses salariés. Mais la liste précise des secteurs doit être définie par arrêté. Cet arrêté, nous ne l'avons toujours pas. Donc, encore une fois, nous avons une délibération 44 qui fixe des principes, des grands principes, mais qui n'est pas allé au bout puisque l'arrêté qui va avec n'est toujours pas pris. Et surtout, on considère que compte tenu du statut actuel de l'épidémie, il n'est plus d'actualité puisque on peut plus parler véritablement de secteur prioritaire ou pas de prioritaire. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées à la problématique de la vaccination de leurs salariés et de la santé de leurs salariés. Alors cette obligation vaccinale, donc qui avait été adoptée par le Congrès juste avant que le virus, que l'on révèle que le virus est entré en Nouvelle-Calédonie, quelles en sont ses conséquences? Vous en avez parlé lors des assises du Covid. Quelles sont les conséquences pour les salariés s'ils ne sont pas vaccinés? Pour l'instant, vaccination obligatoire, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Est-ce qu'un salarié peut être interdit de venir travailler, peut être licencié? Est-ce que vous avez des propositions à faire et quelle réglementation va être mise en œuvre? Alors, dans l'état actuel du droit, encore une fois, non, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que pour l'immense majorité des entreprises, on ne peut déjà pas vérifier le statut vaccinal du salarié et à plus forte raison ni le renvoyer chez lui ni le sanctionner. Pour les entreprises des secteurs dits sensibles qui sont définis par cette délibération, mais encore une fois qui doivent être précisés parce que c'est pas clair, eh bien oui, il y a la possibilité après le 31 octobre, déjà le salarié s'expose à une amende de 175 000 francs, mais également à probablement la possibilité d'être renvoyé chez lui ou en tout cas interdit de venir sur le lieu de travail. Mais les dates dont on parle évidemment ne sont plus forcément opérantes dans la situation actuelle et c'est pour cela que le gouvernement en réunion collégiale cet après-midi va réévaluer la situation de cette délibération car il est nécessaire en urgence de l'adapter aux circonstances actuelles. Tout le calendrier doit être revu de toute façon puisque la réouverture de l'espace aérien était prévue maintenant au 31 décembre. Vous étiez favorable à cette réouverture? Vous l'êtes toujours? Vous estimez qu'il faut sortir de cet enfermement de la Nouvelle-Calédonie? Absolument, mais je dirais que maintenant on n'a plus le choix, c'est-à-dire qu'on est dans un statut de Covid circulant qui très probablement est irréversible. La fermeture des frontières dans ces circonstances semble relativement inutile, en tout cas d'ici quelques mois. Et donc oui, une des conséquences, ce sera probablement cette réouverture que les entreprises de toute façon appelaient de leur vœu parce que la fermeture des frontières commençait à poser des conséquences relativement néfastes sur le fonctionnement de l'économie et des entreprises. Pour autant, la priorité pour la Nouvelle-Calédonie, et nous en sommes solidaires, c'est la vaccination la plus large de nos citoyens. Et aujourd'hui, comme vous le précisiez, nous sommes très loin des objectifs que nous nous sommes fixés. Les entreprises peuvent inciter à vacciner, elles le font, elles peuvent inciter à la vaccination de leurs salariés. Les entreprises ont un rôle de communication sur le sujet. Déjà, la vaccination, je le rappelle, est normalement obligatoire pour toutes les personnes majeures. Donc les entreprises peuvent rappeler à leurs salariés cette obligation, sans pour autant qu'elle soit assortie d'effets, je le rappelle, puisqu'on ne pouvons pas, mais c'est notre rôle de le rappeler. Et puis, je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie autant que faire se peut, parce que c'est dans le dialogue et la communication que peut-être on arrivera à convaincre les personnes récalcitrantes. Évidemment aussi leur permettre, sur leurs heures de travail, d'aller se faire vacciner. Ça, c'est déjà très largement fait par les chefs d'entreprise. Et puis, faciliter les démarches de leurs salariés également, évidemment, cela va dans le bon sens. On a l'impression quand même que depuis mardi, il y a eu un déclic, il y a eu un déclenchement et que les gens vont plus volontiers se faire vacciner. C'est évident. On voit bien que les chiffres annoncés hier sont très encourageants. Maintenant, on est dans une course contre la montre. Il faut très clairement s'organiser pour que ça continue à ce rythme-là le plus longtemps possible, de façon à très rapidement atteindre les 60-70% de la population vaccinée. Alors, ça a été demandé par le Congrès, mais c'est pas encore effectif. Vous êtes favorable à ce que toutes les personnes entrant en Nouvelle-Calédonie soient obligatoirement vaccinés, ça vous paraît indispensable? Je pense que c'est une logique d'équité entre tous les citoyens. À partir du moment où les citoyens calédoniens sont obligés de le faire, on peut considérer tout à fait normal que les entrants le soient également. Ça ne semble pas véritablement choquant. On attend là le décret de l'État. Ça doit être pris au niveau national. Est-ce que dans le contexte actuel où maintenant le virus circule, est entré en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous seriez favorable à un pass sanitaire comme celui qui existe en métropole? C'est-à-dire que les vaccinés aient plus
de liberté d'aller et venir, de fréquenter un certain nombre de lieux que les non-vaccinés. Oui, alors nous y sommes favorables pour plusieurs raisons. Déjà, du point de vue de l'entreprise et du droit du travail, ça permet quand même de garantir la confidentialité des données médicales du salarié. Le pass vaccinal, je le rappelle, il permet de donner entre guillemets une autorisation de circuler, je caricature, aux personnes qui sont vaccinées, ou alors aux personnes qui sont immunisées parce qu'elles ont été malades, tout simplement, ou aux personnes qui ont un test PCR négatif en état de validité. Donc ça permet aussi de contourner un petit peu les problèmes qui sont posés par le fait que certaines personnes ne pourront pas être vaccinées parce qu'il y a des contre-indications vaccinales. Et donc on pense qu'il y a beaucoup d'avantages à mettre en place très très rapidement ce pass sanitaire. Mais vous voyez les réticences que ça suscite en métropole, ou des manifestations tous les samedis, même si elles sont un peu en baisse ces derniers temps. Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y aura, à votre avis, cette même réaction sur le thème de l'atteinte aux libertés Oui, je le comprends tout à fait. C'est un débat extrêmement complexe entre la liberté de chacun et la liberté collective. Pour autant, on se passe dans un contexte qui est totalement exceptionnel. C'est des mesures qui doivent évidemment être limitées dans le temps, adaptées au contexte, évoluer avec ce contexte. Et encore une fois, c'est la responsabilité du gouvernement et des autorités médicales de préciser les contours de ce type d'obligation. Ça n'est évidemment pas aux entreprises de le faire. Pour en revenir au secteur économique proprement dit, vous nous disiez 1 milliard par jour de pertes pour l'économie calédonienne. Quel est l'état d'esprit que vous sentez chez les chefs d'entreprise aujourd'hui ? Il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a des problèmes de sortie de Nouvelle-Calédonie, des problèmes de faire venir des collaborateurs sur le territoire. Quel est leur état d'esprit aujourd'hui ? Il y a une espèce de lassitude, de ras-le-bol, ou au contraire, vous les trouvez plutôt combatifs et prêts à faire face à la situation ? Je pense que dans une grande majorité, nous sommes tous très éprouvés par la situation. C'est vrai qu'on cumule un nombre de problématiques liées à nos activités qui est rarement vu. Vous évoquiez les coûts d'approvisionnement, c'est un problème majeur. Évidemment, on parle un peu moins en ce moment parce qu'il passe un peu en second plan, mais les coûts du fret ont explosé. Le coût d'approvisionnement sur tout ce qui est importé en Nouvelle-Calédonie, 85% de ce qu'on consomme est importé, ont explosé. Et donc les entreprises vont être confrontées à ces problématiques urgentes de gestion de leur prix de revient et de leur prix de vente. Donc beaucoup de choses se cumulent. Maintenant, un chef d'entreprise, par définition, c'est combatif, c'est optimiste et ça essaye de trouver les solutions pour sauver son activité. Et je crois que nous sommes mobilisés déjà sur la sauvegarde des emplois. Je le redis, c'est grande priorité, la sauvegarde de nos entreprises, parce que derrière, les emplois et les entreprises, c'est ça qui garantit aussi notre système de protection sociale. Et on sait dans quel état il est, on n'en a pas encore parlé, mais pour autant, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Donc il faut absolument trouver les moyens de rapidement réenclencher la machine économique. Vous craignez avec ce 3e confinement qu'il y ait des entreprises défaillantes qui, cette fois-ci, ne pourront pas passer ce 3e cap C'est très possible, malheureusement. On l'a vu dans d'autres pays. En métropole, c'est le cas. À un moment donné, bien sûr, il y aura des destructions d'entreprises, des destructions d'emplois. Malheureusement, ce sera le cas. Alors, quelques mesures ont déjà été annoncées. Hier, le Haut-Commissariat, vous y faisiez allusion, précisait que l'extension de l'état d'urgence sanitaire à la Calédonie allait permettre un élargissement des aides du Fonds de solidarité aux entreprises locales. C'est une bonne nouvelle, ça va concerner qui ? Comment est-ce que ça se traduit ? Est-ce qu'on le sait déjà ? Alors oui, ça va concerner. Alors en gros, on a une reconduite des mesures qui étaient prises auparavant. C'est évidemment une très bonne nouvelle. Pour autant, certains dispositifs doivent être adaptés à la taille des entreprises locales. Je pense notamment à la prise en charge des coûts fixes qui en métropole s'applique à partir du moment où vous faites 120 millions CFP de chiffre d'affaires par mois. Autant vous dire que ça ne concerne que peu de gens en Nouvelle-Calédonie. Mais ces demandes qui ont été formulées par le MEDEF, notamment via la FEDOM, ont été entendues, sont en cours d'analyse et normalement, dans le mois qui vient, on devra avoir des adaptations de ces dispositifs. Voilà. Alors l'État qui va également prolonger, maintenir le PGE, le prêt garanti par l'État, l'aide à la trésorerie, le dispositif coût fixe, il reste applicable dans les mêmes conditions que lors des confinements précédents. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle et beaucoup d'entreprises y ont recours en Nouvelle-Calédonie. Oui, en effet, beaucoup d'entreprises y ont recours. Donc le premier levier, ça a été le PGE, très clairement, qui permet de sauvegarder la trésorerie. Donc là, on a à nouveau des demandes, évidemment, sur le PGE. L'extension, c'est une très très bonne nouvelle.
Pour autant, on demande également, nous, la possibilité de rembourser de façon différée et peut-être plus longue ces fameux PGE. Je rappelle que les PGE pris l'année dernière ont commencé à être remboursés par les entreprises qui en ont bénéficié, puisqu'au bout d'un an, vous commencez à rembourser. Ça pose des problèmes, là encore. Donc, il y a beaucoup d'adaptations probablement qui devront être prises, parce que personne, à la base, n'avait imaginé la durée de cette crise, tout simplement. Le gouvernement répète régulièrement que l'outre-mer peut compter sur la solidarité nationale. Vous en êtes convaincu et vous avez eu le sentiment qu'elle se manifestait depuis le début de ces différentes crises? L'État a toujours été là, concrètement, en général même très rapidement. Je veux dire, le vote sur l'état d'urgence a été pris dans les 3 jours suivant le début de la crise en Nouvelle-Calédonie. Donc oui, bien sûr, c'est extrêmement important. Les finances publiques de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui et nos comptes sociaux ne nous permettent pas tout simplement de faire face. Donc l'aide de l'État, elle est juste indispensable dans l'état actuel des choses. Cette problématique des comptes sociaux, vous la voyez comment au MEDEF? Vous avez des propositions à faire? Vous estimez qu'il faut demander là aussi l'aide de l'État, solliciter un prêt comme ça avait été envisagé à un moment? Ou comment est-ce qu'on sort de cette crise des comptes sociaux et particulièrement du RUAM? Sans prêt, très sincèrement, compte tenu du déficit du RUAM, qu'on chiffre actuellement à 15 milliards, mais qui va s'aggraver compte tenu de la crise que nous sommes en train de vivre, on ne voit pas très bien comment on pourrait ponctionner les entreprises ou les consommateurs calédoniens à hauteur de 15 milliards pour compenser ce déficit. Donc oui, le prêt à court terme, malheureusement, je suis pas une fervente partisane de l'endettement, mais est la seule solution, très probablement. Pour autant, il est absolument nécessaire de réformer le RUAM, de revoir le fonctionnement de notre système de santé. C'est quelque chose qu'on demande de longue date. Le plan est prêt, il n'est toujours pas mis en œuvre. Et encore une fois, nous le répétons, Jean-Pierre Cabard l'a dit sur vos ondes très récemment, le président de la CAFAT, il est nécessaire de mettre en œuvre ce plan parce que nous allons devoir faire des économies, c'est indispensable. Vous avez écrit donc au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous attendez de lui aujourd'hui? Mais écoutez, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie travaille avec nous. Aujourd'hui, on a des contacts quotidiens. Donc, nous travaillons avec les équipes concernées, les équipes de Monsieur Digoué, de Monsieur Santade, de Monsieur Gigès, de Monsieur Slamet. On avance au jour le jour, très concrètement. On est dans une situation de crise. Chacun, je crois, essaye de faire de son mieux à son niveau. Il y a une belle solidarité, je le signale, avec les organisations de salariés également. Il y a un grand sens des responsabilités. Nous essayons d'avoir un dialogue constructif de façon à trouver des solutions pragmatiques et rapides surtout. L'idée n'est plus d'attendre 3 mois pour sortir un texte. L'idée est maintenant de sortir des textes la semaine prochaine. Donc, il est absolument nécessaire que tout le monde soit autour de la table. Et vous allez les revoir, vous parliez d'une réunion de collégialité cet après-midi, mais vous avez vous aussi des réunions de travail avec eux? Oui, déjà, nous avons, donc le gouvernement a réactivé les réunions des mardis et jeudis avec les partenaires sociaux qui permettent de remonter les difficultés du terrain et de répondre à un certain nombre de questions. Et puis ensuite, on a des réunions ad hoc, comme ce matin avec la direction du travail sur la question de la vaccination, pour être clair. Donc, ces réunions ont lieu et des décisions sont prises. Et donc, nous espérons dans les jours qui viennent pouvoir clarifier la situation des entreprises et des salariés. Et de l'État, vous attendez quoi? On sait que le ministre de l'Outre-mer, des Outre-mer, doit venir en octobre, a priori, à moins que vraiment la situation s'aggrave, sa visite est annoncée. Vous attendez quelque chose de particulier de la part de l'État? Écoutez, l'adaptation et la prise en compte des spécificités de l'outre-mer, très clairement dans l'adaptation des aides nationales. Et puis derrière, très rapidement, le plan de relance. C'est-à-dire que là aussi, et ça, on le demandait déjà avant cette crise, mais là, il va falloir absolument relancer la machine. L'investissement pour le secteur du BTP, mais pas que. Il va falloir travailler très précisément sur le plan de relance des outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie en particulier. Et ça, aujourd'hui, compte tenu de l'état des finances publiques, seul l'État pourra le faire. Le quoi qu'il en coûte adapté à la Nouvelle-Calédonie, ça vous paraît une solution? Oui, mais pour autant, il va falloir à un moment aussi réapprendre à marcher seul. Donc tout ça va demander des discussions et probablement des décisions difficiles dans les mois qui viennent, mais pour l'heure, la situation et la priorité, c'est cette situation sanitaire catastrophique et la façon dont on peut s'en sortir. Donc je dirais qu'il y a des discussions qui seront évidemment enclenchées avec le ministre des Outre-mer le mois prochain. Mais aujourd'hui, la grosse priorité, c'est de juguler cette crise sanitaire et de permettre le redémarrage de notre économie. Mime Sidel, présidente du MEDEF-NC, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi.